Le coin lecture. Présenté par Emmanuel Dufour. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce 43e numéro du Coin Lecture, l'émission de Radio Libres en Périgord dédiée à la lecture de textes d'autrices et d'auteurs locaux et contemporains. Aujourd'hui, je vais vous lire quelques bonnes pages du tout dernier roman de Muriel Romana. Née à Montpellier, Muriel Romana vit désormais en Périgord. Depuis 2003, elle a publié plusieurs essais et romans historiques chez Calman-Lévy, Albin Michel et aux éditions Annabeth. Les textes que je vais vous lire aujourd'hui sont extraits de l'ultime tract, tome 4 de la série L'Escadron volant. Bonne écoute. Madeleine. Le panier sentait le pain frais et les pommes. Madeleine le portait contre sa hanche, comme les autres servantes. Elles étaient nombreuses à traverser Madrid en file indienne. Le soleil tapait fort, personne ne leur prêtait attention. Des domestiques qui livraient des provisions, une scène ordinaire dans les rues de la ville. L'ambassade anglaise se détachait au fond d'une impasse où s'accrochaient des lanternes de fer, une bâtisse sévère aux fenêtres grillagées, gardée par 2 soldats au manteau rouge passé. Madeleine attendit qu'on leur ouvrît. Naturellement, elle s'était portée volontaire pour cette mission. D'extraction moins élevée que ses compagnes, elle passait plus facilement inaperçue parmi les domestiques. En vérité, elle brûlait de rejoindre un terrain familier, d'entendre des psaumes, de se retrouver parmi ses coreligionnaires. Depuis leur arrivée en terre espagnole, elle ne parvenait plus à respirer. Les autodafés qui se consumaient régulièrement lui donnaient la nausée. La peur d'être démasquée la paralysait. Comment avait-elle atterri ici, au sein de l'escadron volant d'une reine catholique ? Elle se rappela l'engrenage de la déchéance de sa famille après la mort de leur père, et comment elle s'était vue contrainte d'accompagner Montgomery à Venise. Parfois, elle songeait avec fierté qu'elle n'était peut-être pas étrangère à sa conversion à la Réforme. Certes, elle n'avait jamais pu lui parler ouvertement de sa foi, mais elle se plaisait à croire que sa sensibilité transparaissait à travers tout son être. Combien de fois n'avait-elle pas hésité ? Seule la sauvegarde de sa famille l'en avait empêchée. La dissimulation était devenue une seconde nature. Pourtant, ici, dans ce pays hostile, la posture lui paraissait intenable. Elle n'avait qu'une hâte, rentrer en France, revoir son frère Pierre. Il lui tardait de poursuivre la lecture du journal qu'il tenait pour elle, dont la plume vive et précise reflétait son caractère enjoué et son sens de l'observation. Elle se réjouissait qu'il eût poursuivi ses études et qu'il devînt bientôt un magistrat émérite, du moins l'espérait-elle. La servante en tête de file parla en castillan. Madeleine ne comprit pas les mots, mais le ton était celui de la routine. Une livraison, rien de plus. Les gardes jetèrent un œil au panier. L'un d'eux souleva un linge qui recouvrait le pain. Satisfait, il fit signe d'entrer. Dès qu'elles franchirent le seuil, la fraîcheur du palais enveloppa Madeleine. Après la fournaise de la rue, elle en eut des frissons. Un couloir s'ouvrait devant elle, orné de quelques tableaux, dallés de pierres grises, loin du faste espagnol. Une femme âgée, vêtue de noir, leur indiqua une direction. Madeleine lui emboîta le pas, serrant le panier contre elle pour masquer sa nervosité. Elles passèrent la voûte qui conduisait aux cuisines. La chaleur du foyer lui rappela l'air du dehors. Des ustensiles pendaient à des crochets. Une cheminée massive dominait la pièce. On s'activait. Des cris fusaient. D'un débit rapide, la matrone lança des ordres aux arrivantes. Les servantes déposèrent leurs paniers et commencèrent à vider les provisions. Madeleine les imita. Prenant son temps, elle sortit le pain, les fruits, les légumes,
En repartant, elle se détacha du groupe et, glissant sur la pointe des pieds, s'éclipsa vers un couloir sombre, son panier vide à la main. Elle pourrait prétexter s'être égarée. Elle entendit des voix masculines à travers une porte entr'ouverte. Un accent anglais la mit sur la piste de Sir Francis. Elle reconnut son ton flegmatique. L'autre voix lui était familière, sans qu'elle parvînt à l'identifier. Plaquée contre le mur, elle s'approcha très lentement de l'entrebâillement. Un coup d'œil suffit à confirmer ses suppositions. Debout, face à Sir Francis, se tenait un individu au teint mat, dont la barbe aurait mérité une bonne taille. Antonio, le traître qui avait aidé Montgomery à leur échapper à Constantinople. Quand Claudine apprendra sa présence ici? Comme d'habitude, ils gagneront le port de Cadix, puis un navire les conduira aux Pays-Bas où ils seront en sécurité. L'ombre d'un troisième homme entra dans son champ de vision. Elle n'en devinait que la silhouette projetée au sol, carrure imposante et assurée. Elle ne le voyait pas, mais elle sentit. Ce frémissement en elle, ce velours dans l'air. Le comte Gabriel de Montgomery. Le souffle coupé, elle recula à pas chassés. « Et toi, que fais-tu là ?» Elle sursauta quand un domestique l'apostropha en espagnol. S'éloignant du corridor, elle remit son panier sur sa hanche. « Je me suis perdue, » balbutia-t-elle. « Par là, dépêche-toi » montra le valet en agitant le bras. Courant presque, Madeleine se précipita vers la porte. L'air chaud s'engouffra dans ses poumons, mais cela faisait déjà longtemps qu'elle ne respirait plus, suffoquée par sa découverte. Catherine de Médicis. La ville de Rouen se dressait derrière ses remparts médiévaux, ses tours et ses flèches gothiques. La Seine serpentait à ses pieds, argentée sous le ciel bas de Normandie. Depuis sa reconquête par les armées royales, elle était redevenue une paisible cité marchande. C'était précisément pour cette raison que Catherine avait choisi cette ville. Elle avait elle-même passé en revue les troupes à la veille de l'assaut, consciente que son courage les galvaniserait. Rouen était devenu un symbole de la victoire catholique sur l'hérésie protestante. Pour couronner le tout, Antoine de Navarre s'était uni au duc de Guise pour combattre ses anciens coreligionnaires. Il avait fait une demande au pape pour répudier la reine son épouse et devenir seul maître du royaume de Navarre. En attendant sa réponse, il menaçait Jeanne d'Albret de l'envoyer au couvent Manu Militari. Mais comme Catherine, Jeanne n'était pas de ces femmes à se laisser impressionner. Elle lui vouait une haine mortelle depuis qu'il avait enlevé leur fils Henri afin qu'il fût élevé à la cour de France en bon catholique, ce dont Catherine s'acquittait avec application aux côtés de son propre fils Henri d'Anjou et de celui du duc de Guise. Catherine se tenait à la fenêtre des appartements qui avaient été apprêtés pour elle dans le château, observant la foule qui se massait déjà sur la place en contrebas. Des centaines de visages tournés vers le balcon où, dans quelques heures, Charles IX, décrété majeur, prononcerait les mots qui le proclameraient roi de plein exercice. Ainsi, sa régence en tant que reine-mère allait-elle prendre fin ce jour. Elle n'en concevait aucun regret, confiante dans l'idée que son fils continuerait à n'écouter qu'elle. Le duc de Guise paradait dans la ville comme un empereur romain, buvant les acclamations du peuple. Et chaque acclamation était un affront à l'autorité de Catherine. Elle qui n'avait eu de cesse de chercher des compromis avec les Huguenots, en pure perte. Un coup sonore à la porte la tira de ses pensées. Folle en pied entra, la tête ceinte d'une couronne de laurier. Non, à y regarder mieux, c'était une couronne de plumes. « Qu'est donc cette coiffe » demanda Catherine. « La couronne que ton fils va porter dans un instant » répondit la bouffonne en s'inclinant. « Que racontes-tu »« Veux-tu l'essayer, toi aussi » proposa la naine en la tendant à sa maîtresse. « Cesse tes espiègleries et explique-toi. »
Ton fils, le roi, a accepté de recevoir une délégation de sauvages. J'ai eu l'honneur de les rencontrer la première et de les convaincre de me prêter quelques-uns de leurs ornements. » Catherine examina les plumes avec attention. Ce n'étaient certes pas des plumes de paon ou d'autruche, mais elles gardaient une certaine distinction. « Allons donc les voir !» s'exclama-t-elle. Elle descendit jusqu'à la grande salle du château. Charles était déjà installé sur le trône, en réalité un vaste fauteuil surmonté pour l'occasion d'un dais de velours bleu brodé de lys d'or. Il salua sa mère d'un léger sourire. À 13 ans, il avait encore l'allure d'un enfant. Catherine prit place à ses côtés et posa ses mains sur les accoudoirs. À quelques pas, le duc de Guise et Antoine de Bourbon s'évitaient soigneusement. L'assistance se tut quand les portes s'ouvrirent. Charles se redressa brusquement, les yeux écarquillés. S'avançaient 3 Indiens en vêtements coutumiers, pagne autour de la taille, plumes colorées, colliers de perles et d'os. Leurs visages tatoués, leurs longs cheveux noirs, leur peau cuivrée, tout en eux signalait des créatures venues d'ailleurs. Un murmure parcourut la cour. L'interprète s'inclina. « Votre Majesté, j'ai l'honneur de vous présenter 3 habitants du Nouveau Monde. Ils viennent du Brésil et souhaitaient rencontrer le grand roi de France dont on leur a parlé. » Fasciné, Charles descendit de son trône avec empressement. Il s'approcha, dévisageant les 3 hommes avec une curiosité enfantine. L'un des Indiens, le plus âgé, le fixa longuement, puis se tourna vers l'interprète et parla dans sa langue. « Il demande, Votre Majesté, pourquoi tous ces grands hommes armés, » il désigna les nobles assemblés, le duc de Guise en tête, bardé de fer et d'arrogance, « obéissent à un enfant. » François de Guise étouffa un hoquet de stupeur. Charles rougit violemment. Catherine leva la main. « Dites-lui, monsieur, que la présence de ces grands hommes prouve au contraire que le roi incarne la France, peu importe son âge. » L'Indien hocha la tête, visiblement perplexe. Puis il s'adressa de nouveau à l'interprète, qui hésita avant de traduire. « Il dit, madame, que dans son pays, les chefs sont choisis pour leur sagesse et leur force, pas selon leur naissance. Il ne comprend pas comment un enfant peut commander à des guerriers, ni pourquoi c'est une femme qui lui répond. » Catherine lui lança un regard glacial et reprit à destination de toute l'assemblée. « Le roi de France ne commande pas par la force, mais par la loi divine. Et la loi décrète qu'à partir d'aujourd'hui, mon fils est majeur, roi de plein droit. » Isabeau. Isabeau referma la porte de ses appartements et s'adossa au battant, un sourire aux lèvres. Dans sa main, elle serrait la lettre qu'un messager venait de lui remettre, une feuille pliée et scellée à la cire rouge, frappée du sceau que désormais elle reconnaissait entre mille, celui de Florimond Robertet, seigneur de Fresnes, trésorier du duc de Guise. Dans la lumière de l'après-midi madrilène, elle s'approcha de la fenêtre, brisant le sceau avec délicatesse. Le précieux parchemin se déplia, révélant l'écriture serrée et élégante de Florimond. Elle commença à lire, et son cœur redoubla sa cadence. « Mademoiselle, ma très chère et honorée Isabeau, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous en cette ère d'Espagne où vous servez notre sainte reine avec le dévouement et la loyauté qui sont les vôtres. Permettez-moi, mademoiselle, de vous donner des nouvelles qui, je l'espère, vous apporteront quelque consolation dans votre exil loin de Paris. La reine-mère, dans sa grande sagesse, a décidé de prendre des mesures pour apaiser le royaume. Elle a annoncé un grand tour de France avec le roi Charles IX. Ils vont se montrer au peuple, écouter les doléances, apporter la concorde entre catholiques et protestants. Ce voyage durera plusieurs mois, peut-être davantage.
Ils partiront de Paris, passeront par Lyon, Avignon, Salon de Provence, où Nostradamus veut montrer sa maison natale à sa protectrice, puis Marseille, Toulouse, et remonteront ensuite vers Bordeaux. Et sachez que la reine-mère a l'intention de pousser jusqu'à Bayonne pour y rencontrer la reine et le roi d'Espagne. La reine-mère veut revoir sa fille bien-aimée Élisabeth d'Espagne et échanger avec le roi Philippe son époux. J'espère qu'il s'agit de lui demander un soutien pour lutter contre les hérétiques. Naturellement, la reine-mère emmènera avec elle toute la cour, ses enfants, les princes du sang, les grands seigneurs, les dames d'honneur. Ce sera un cortège d'un prestige inouï, une démonstration de la puissance et de la splendeur de la France. Mon cœur bondit à l'idée que vous pourriez être présente à Bayonne auprès de la reine Élisabeth, et que je pourrais, moi aussi, m'y trouver dans la suite du jeune Henri de Guise. Car voyez-vous, mademoiselle, je mets tout en œuvre pour que monseigneur de Guise soit invité à accompagner le roi et la reine-mère dans ce voyage. Pour ce faire, j'ai pris la liberté de faire parvenir à Sa Majesté la Reine-Mère certaines informations concernant Monseigneur, des informations délicates mais nécessaires. Figurez-vous qu'il tourne dangereusement autour de la princesse Marguerite. La petite Margot a bien grandi et elle est devenue une charmante demoiselle. Or, vous savez comme moi que la reine-mère est jalouse de l'honneur de ses filles et qu'elle ne tolérerait pas qu'un jeune homme, fût-il prince, compromette la réputation de mademoiselle Marguerite. En suggérant qu'il faut surveiller Henri de Guise, je m'assure qu'il sera invité à faire partie de la troupe royale, afin que la reine-mère puisse le garder à l'œil. Si tout se déroule comme je l'espère, je serai à Bayonne, et vous aussi si Dieu le veut. Imaginez, Isabeau, que nous puissions nous rejoindre là-bas, loin de Madrid, loin de Paris, dans une ville où personne ne nous connaît vraiment. Nous pourrions nous parler librement, nous promener ensemble, peut-être même échanger un... Mais je n'ose achever cette phrase de peur que mon audace ne vous offense. Le sentiment qui brûle dans mon cœur est si ardent que je crains qu'il ne consume tout mon être. Je chéris le portrait que vous m'avez fait l'honneur de me bailler et que je porte au plus près de la place où vous résidez en maîtresse, mon cœur. Je m'assure chaque jour qu'il s'y trouve toujours intact, malgré les flammes de la passion qui m'embrase. En attendant le jour béni de notre rencontre à Bayonne, je travaille avec ardeur au service du duc de Guise. Je vous en conjure, ma douce amie, gardez espoir. La France a besoin de ses filles loyales. Le duc a besoin de tous les fidèles serviteurs de la vraie foi. Et moi, pardonnez ma hardiesse, j'ai besoin de vous, comme de l'air que je respire. Que Dieu vous garde et vous protège, que la Sainte Vierge veille sur vous en ces terres étrangères, et que mon amour vous accompagne partout où vous allez. Votre très humble et très dévoué serviteur, Florimond Robertet, seigneur de Fresnes, trésorier de son Excellence Monseigneur François de Guise, duc de Guise et pair de France. Isabeau relut avidement les passages qui parlaient de sentiments. Son premier élan fut de se réjouir des mots passionnés de Florimond, de cette rencontre possible à Bayonne qui l'attendait et dont elle rêvait déjà. Avec lui, elle aspirait à connaître enfin l'extase si souvent promise par d'autres, mais elle craignait aussi de mener une vie trop paisible, loin de la cour, si elle se décidait à l'épouser. Sa position de trésorier des Guises rendait leur avenir fragile si cette maison venait à perdre la confiance du roi. Elle porta la lettre à ses lèvres, imagina le jour où elle reverrait Florimond, où elle pourrait enfin lui parler librement, sans les contraintes de la cour, sans les regards scrutateurs des autres dames. Bayonne, mon Dieu, faites que cela se réalise. Louise.
Les gardes entraînèrent Louise à travers les souterrains qui reliaient le palais royal à la Suprema, le bâtiment de l'Inquisition. Arrivé devant une porte de chêne massif, bardée de fer noir, l'un des inquisiteurs sortit une énorme clé de sa soutane, la fit tourner dans la serrure avec un grincement qui résonna comme un glas dans le silence. La porte gémit, révélant l'amorce d'un escalier. Une bouffée d'odeur, de terre humide, de moisissure et de quelque chose d'autre, quelque chose d'infiniment plus terrible, remonta des profondeurs. Acide, effrayante. Ses jambes se dérobèrent sous elle. Mais les gardes maintinrent Louise fermement, la poussant sans ménagement vers l'escalier. « Descends, sorcière !» Les premières marches étaient ordinaires, de la pierre grise, usée par des milliers de pas, éclairée à intervalles réguliers par des torches plantées dans des supports métalliques. Louise pouvait voir où elle mettait les pieds, pouvait contrôler sa descente malgré la poigne des gardes qui l'encadraient. Mais après une vingtaine de marches, l'atmosphère changea. Les torches s'espacèrent. Leurs flammes devinrent plus faibles, tremblotantes. L'air lui-même se raréfiait. L'escalier se mit à tourner en spirale, s'enfonçant plus profondément dans les entrailles de la terre. Louise perdit rapidement toute notion de la distance parcourue. 30 marches de plus, 50, 100, elle ne savait plus. Et puis, brusquement, elle déboucha sur un palier. Son cœur lui sembla tomber dans son ventre. Devant elle s'ouvrait un gouffre vertigineux qui lui coupa littéralement le souffle. Ce n'était pas un simple escalier, c'était un gigantesque puits de marche, une pyramide inversée qui se précipitait dans les abîmes. Des milliers de marches formaient une succession de terrasses carrées qui s'emboîtaient les unes dans les autres, chaque niveau plus petit que le précédent, suggérant par une vertigineuse illusion d'optique une descente à l'infini. Les flammes des torches projetaient des ombres sur les marches qui paraissaient palpiter au rythme d'une respiration souterraine et monstrueuse. Louise se figea. La tête lui tournait. Le gouffre l'attirait comme un aimant malveillant, lui donnant envie de se pencher, de sonder le fond, de se laisser tomber dans cet abîme de pierre. Ne regarde pas en bas. Mais comment s'en empêcher? Jusqu'où plongeait cette folie architecturale? Elle eut beau scruter le vide, elle ne vit rien. Juste des marches, encore et encore, d'innombrables marches qui plongeaient dans une obscurité de plus en plus dense, presque visqueuse, jusqu'à ce que même les torches ne puissent plus percer les ténèbres. Superbe, n'est-ce pas? Souffla le garde derrière elle avec une pointe de fierté malsaine. C'est le grand inquisiteur Torquemada qui a fait bâtir cette merveille il y a près d'1 siècle, afin que les hérétiques descendent suffisamment longtemps pour saisir l'ampleur de leurs péchés, avant d'être purifiés par le feu. La bouche de Louise était aussi sèche que du parchemin. Elle gardait les yeux rivés sur ses pieds, se forçant à ignorer le néant à quelques pas d'elle. Mais le sentir était pire encore. Son attraction donnait envie de sauter pour en finir rapidement, plutôt que d'affronter ce qui l'attendait en bas. L'enfer. Les murs de pierre étaient couverts d'inscriptions, des versets gravés en latin. Le salaire du péché, c'est la mort. Les impies seront jetés dans le feu éternel. Tu ne laisseras point vivre la sorcière. Louise refoula ses larmes avec violence. Non, je ne pleurerai pas, je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Ils reprirent leur descente, toujours plus bas, toujours plus profondément. L'air se refroidissait. Qui a dit que l'enfer était brûlant? L'humidité s'infiltrait à travers ses vêtements, glaçait ses os. Sa respiration formait de petits nuages de vapeur devant son visage.
L'obscurité s'épaissit davantage encore, semblant vouloir les engloutir. Et puis, il y eut des bruits. Était-ce le fruit de son imagination? Ces gémissements lointains, portés par l'écho. Des voix humaines, des cris étouffés, des supplications, des sanglots surgissaient des profondeurs, déformés par la distance et l'acoustique étrange de cet espace impossible, se mélangeant en une cacophonie de souffrances, les damnés des limbes. Ce sont les autres prisonniers, les autres qui sont interrogés. Malgré elle, les plaintes s'infiltraient dans son esprit, y plantant des graines d'effroi qui germaient et grandissaient à chaque nouvelle marche. Bientôt ce sera moi. Bientôt je hurlerai à mon tour. L'escalier déboucha enfin sur un palier plus large. Ils avaient atteint le fond du puits. Éblouie par la lueur mourante qui les surplombait, Louise se demanda si elle reverrait jamais la lumière du jour. Au-dessus d'eux, les milliers de marches remontaient vers la surface dans une perspective écrasante. Pouvait-elle s'effondrer et les ensevelir sous des monceaux de pierre? Il lui semblait se trouver dans un cachot au tréfonds du royaume d'Hadès. Devant eux s'ouvrait un corridor étroit, faiblement éclairé par des chandelles noires où brûlaient des flammes verdâtres, malades. Les murs suintaient d'humidité. Une eau stagnante clapotait sous leurs pas. Au bout du corridor, Louise aperçut une lueur rouge, une lueur qui pulsait lentement comme le battement d'un cœur monstrueux. La chambre des tourments, la salle des tortures de la Sainte Inquisition. Le garde se pencha pour murmurer à son oreille, d'une voix doucereuse qui lui donna la chair de poule. « Bienvenue en enfer. L'inquisiteur général Valdès t'attend. Il a hâte de faire ta connaissance. Il a hâte de t'entendre hurler. » Louise se retint de fermer les yeux, rassemblant tout ce qui lui restait de courage, car il lui paraissait que les gémissements de peur venaient d'elle désormais. Vous venez d'entendre 4 extraits de l'ultime traque de Muriel Romana qui vient de paraître en 2026 chez Albin Michel. Vous pouvez vous procurer ce roman historique dans toutes les librairies et sur Internet. Les 3 premiers tomes de la série sont intitulés « L'escadron volant »,« Les courtisanes de Venise » et « L'esclave de Constantinople ». La riche bibliographie de Muriel Romana comporte aussi les titres suivants « La sultane andalouse »,« La libération de la femme, une parenthèse dans l'histoire »,« Marco Polo, la caravane de Venise »,« Marco Polo, au-delà de la Grande Muraille » et « Marco Polo, le tigre des mers ». C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que pour me recommander des textes, vous pouvez contacter RLP par mail à l'adresse radiolibresenpérigord@gmail.com ou en laissant un message au 05 53 46 80 24 en précisant le nom de l'émission, le coin lecture. Merci de votre écoute et à la prochaine fois.